Commencer tout de suite. 1, 2, oui, c'est très bon. Tout marche, tu vois. Je remercie d'abord la librairie TVR pour son invitation à présenter ce petit livre, Résistant strasbourgeois. C'est presque schnapsilé, mais c'est un ouvrage de circonstance, d'une certaine manière, puisqu'il est né d'un échange avec mes amis du club Jacques Perrotte sur que faire à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on fait pour la 80e? En général, on fête les libérateurs, les armées libératrices, surtout la deuxième DB d'ailleurs, beaucoup plus que la première armée, et que l'armée américaine. L'armée américaine, à un moment, elle a menacé de se retirer. La première armée, bon, c'est la première armée. Même son grand chef de Tassigny n'avait pas toujours une haute considération de ses troupes, même s'il y était très attaché. Et puis c'est une troupe qui est formée essentiellement de soldats, de sujets coloniaux, comme on disait à l'époque, et puis des FFI et la brigade Alsace-Lorraine qui est intégrée à cette première armée. Ils ne sont pas d'ailleurs directement impliqués dans l'opération libération. Ils jouent un rôle très important dans la libération de l'Alsace. Ils vont jouer un rôle très important au moment de la contre-offensive allemande de janvier 45, mais et notamment avec le rôle, je crois qu'il faut absolument, que ce n'est pas des résistants, mais ils ont joué un rôle absolument essentiel. C'est le 3e régiment de tirailleurs algériens qui, d'une certaine manière, a empêché la contre-offensive appelée Nordwind de reprendre Strasbourg, notamment à travers les batailles de Kielstedt et de Gansheim, au nord jusqu'à la bande Senon, où ils jouent un rôle absolument décisif. Donc, l'idée, c'est de dire, mais c'est bien de célébrer les libérateurs, mais ce serait quand même bien aussi de se souvenir de ceux qui sont battus en amont contre le nazisme, contre l'occupation de la France, contre l'annexion de l'Alsace. Et donc de convoquer un peu la mémoire résistante. Et de ce point de vue-là, il y a d'une certaine manière urgente, parce que si on regarde la mémoire résistante, elle est relativement faible. Il n'y a pas de grande mémoire, les résistants sont oubliés. Quand on a commencé cette entreprise, souvent on m'a dit, mais Jean-Claude, ça ne va pas, vous êtes fou, vous allez en trouver quelques-uns, mais il n'y a pas vraiment de résistance à Strasbourg. Et effectivement, je pense que ce qu'on a découvert même de façon collective, c'est qu'il y a une résistance strasbourgeoise, et même une résistance, en tous les cas une opposition au régime extrêmement puissante, en tous les cas avant que la répression s'abatte à partir de 1942 et les grands procès de 1943. On a oublié, tout le monde a oublié, les grands procès de 1943 qui démantèlent les réseaux de résistance qui s'étaient constitués à Strasbourg. Et cette histoire est difficilement entre peu dans les mémoires, dans la mesure où, effectivement, j'y reviendrai, l'une des premières caractéristiques de cette résistance, c'est qu'elle est déterritorialisée. Et pour cause, l'Alsace est en guerre, Strasbourg est évacuée en septembre 1939. Pendant un an, la ville est vide, avec tout ce que ça signifie. Il n'y a plus un Strasbourgeois. Donc ça démantèle aussi tout esprit d'opposition, de résistance. Ça disperse les forces. Ensuite, il y en a je reviendrai. Donc, voilà la raison. Et deuxième raison, donc, c'est travailler sur la mémoire et pourquoi pas de mémoire et comment ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà, en gros, c'est l'objet de ce livre. Alors, je voudrais voir 4 points, c'est-à-dire des noms pour mémoire, très rapidement. Ensuite, il y a des articles, 8 articles qui mettent en perspective ces différents engagements, puisque c'est des engagements très différents, difficilement comparables, et ça explique pourquoi il y a peu de mémoire. Et
Là-dessus, à ce propos, je veux rendre hommage à tous ceux dont Léon Strauss, qui a co-dirigé l'ouvrage, qui est là, sur le travail pionnier, quelque part, autour de l'histoire de la résistance, qui était une histoire complètement absente, en tous les cas, et en particulier des préoccupations académiques. Il a fallu vraiment travailler à contre-courant pour que s'esquisse un embryon de recherche historique sur les questions de la résistance en Alsace en général et à Strasbourg en particulier. C'est seulement, on peut dire qu'il y a une historiographie de la résistance alsacienne ne se constitue qu'à partir de 2005. À partir de le premier colloque consacré à l'histoire de la résistance en Alsace se tient en 2005. Ça fait quand même très très tard, après, ça fait 60 ans après la libération d'Alsace. Et il est évident que le travail historique est plus compliqué puisque, effectivement, notamment la convocation des témoins est plus difficile parce qu'ils sont très nombreux à avoir disparu. Donc, résistance, pourquoi résistance strasbourgeoise? Parce qu'on était à Strasbourg. Et puis à l'origine, on ne voulait pas du tout faire un livre, on voulait juste faire une manifestation en hommage aux résistants strasbourgeois en déposant une fleur devant la résidence de personnes de Strasbourgeois qui s'étaient engagés pendant la guerre. Donc c'était juste une opération, on n'avait pas appelé ça sans fleurs pour les résistantes et les résistants strasbourgeois. Et effectivement, on a trouvé beaucoup plus de 100 résistants, puisque là, on a une liste de 220, et cette liste, naturellement, est incomplète. Il y a peut-être des... Bon, oui, le travail est compliqué, puisque qu'est-ce que c'est un Strasbourgeois? On a considéré comme Strasbourgeois tous ceux qui ont résisté, qui étaient à Strasbourg avant la guerre, parce qu'ils y sont nés, qu'ils y vivaient, ou parce qu'ils y travaillaient, ce qui nous a permis d'incorporer un certain nombre de non-strasbourgeois. J'expliquerai tout de suite la question technique du point de vue historique, ou qui ont étudié à Strasbourg. En particulier ceux qui viennent étudier à Strasbourg, qui font le choix de venir travailler à Strasbourg, ont un profil tout à fait intéressant. Et parmi eux, on trouve un certain nombre de grandes figures de la résistance, puisqu'ils viennent à Strasbourg aussi en partie parce que c'est sur la frontière allemande et qu'ils sont interpellés par ce qui se passe en Allemagne. Ils ont envie de mieux comprendre. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un comme Jean Cavaillès, qui enseigne la philosophie à l'Université de Strasbourg. C'est certainement le cas aussi de Lucie Aubrac. C'est aussi le cas de Freinet, l'une des grandes figures de la résistance au niveau national, qui vient suivre des cours au centre d'études germaniques qui étaient proposés aux officiers supérieurs par l'Université de Strasbourg. Et l'armée envoyait chaque année un petit groupe d'officiers pour se familiariser avec les questions allemandes. Donc il y a déjà, voilà en gros ce qu'on a défini comme strasbourgeois. Et strasbourgeois stricto sensu, puisque ce travail, en tous les cas, dans notre esprit, il était rendu possible et dans un délai court, puisque c'est une décision qu'on prend en mai pour novembre, ça fait très très court, repérer les adresses, parce qu'on a un merveilleux outil de travail, même s'il a bien des imperfections, qui est l'annuaire de la ville de Strasbourg, qui est publié tous les ans par la municipalité de Strasbourg et qui recense tous ceux qui sont propriétaires ou locataires titulaire d'un titre de location à Strasbourg. Et en plus, c'est en ligne. Donc, où que l'on soit, je peux passer mes vacances à chercher les adresses dans l'annuaire. Évidemment, ça ne réglait pas tout le problème, puisque souvent, les résistants sont jeunes, et alors, ils n'habitent pas nécessairement, ils n'ont pas de logement autonome, ils habitent chez leurs parents. Donc, si on n'a pas d'éléments ou d'embryon d'éléments biographiques, fils d'eux surtout, fils d'eux ou fille d'eux, c'est difficile de retrouver les adresses. Donc on est arrivé à 220, mais maintenant, si on avait pu continuer, je pense qu'on en aurait beaucoup plus. Avec Léon, on avait repéré sur Internet, en utilisant les différents fichiers qui sont aujourd'hui disponibles, environ 350 noms de résistants. Il y en a un, évidemment, qu'on n'a pas retrouvé, qu'on a oublié. Oui, Léon, tu veux? Résistante et résistante.
il vient tout de suite. Donc 220 noms, ils appartiennent à toutes les catégories sociales. C'est d'une extrême diversité du point de vue social. Il y a des ouvriers, mais il y a aussi un certain nombre de grands patrons qui entrent en résistant, comme celui qui assure à cette époque la direction de la CSCM à Kirch-Grafenstaden, le directeur de la brasserie de l'Espérance, celui qui fait fonction de directeur de l'électricité de Strasbourg, etc. etc. C'est des personnes qui vont participer à la résistance. Mais il y a aussi très nombreux ouvriers, et surtout, et c'est Léon, tu peux raconter ton excursion aux archives dans les dossiers des tribunaux. Oui, j'ai trouvé par hasard un document, une liste des personnes qui étaient jugées par le tribunal de Strasbourg. Et il s'agissait de ceux qui entraient en relation avec les prisonniers enfermés dans les casernes de Strasbourg. Il y en avait beaucoup. Et je me suis aperçu que le nombre des personnes qui se sont occupées des prisonniers, qui ont pour certains aidé à leur évasion, est considérable. Plusieurs centaines pour les jugements prononcés par le tribunal de Strasbourg en 41-42. Et ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le rôle des femmes est plus important que celui des hommes. Dans les poursuites. Dans les listes. Voilà, donc alors, ce dont on ne se rend pas compte, c'est que c'est un vrai mouvement de masse. C'est-à-dire que jusqu'en 42, il y a un mouvement de masse d'opposition à l'annexion, qui prend des formes très différentes. Elle est aussi très diverse sur le plan politique, puisque parmi les premiers noyaux actifs, on retrouve aussi bien l'extrême droite avec des anciens de l'Action française, qui vont être à l'origine d'un des tout premiers réseaux actifs en Alsace, qui s'appelle, organisé par un Orinois qui s'appelle Dangler, qui était industriel à Saint-Amarin, c'est ça, Octave? Oui, Saint-Amarin, et qui rayonne dans toute l'Alsace. C'est en général des anciens de l'Action française, et très militants et très engagés, et même certains de la cagoule, et ils se mobilisent parce qu'ils sont anti-Bosch. En gros, voilà. Donc, par nationalisme purement français et anti-allemand, sans considération plus allant au-delà. C'est par attachement à la nation française. Et puis, de l'autre côté, on a aussi un réseau qui se met très vite en place. C'est le réseau communiste, qui va être l'une des colonnes vertébrales de la résistance tout au long de la guerre. Et quand on revient, c'est certainement l'un des groupes, ou le groupe le plus, il fait l'objet au moins de 3 procès. C'est celui qui connaît le plus grand nombre de condamnations à mort. Il y a au moins une quinzaine de condamnations à mort. Les autres réseaux vont bénéficier d'une certaine clémence, dans la mesure où souvent ils obtiennent le soutien du régime de Vichy, de Pétain, qui obtient leur grâce. Mais ce qui frappe, leurs peines sont commuées, c'est pas la grâce, c'est commuée. Par exemple, c'est vrai pour les 8 militants qui sont du réseau Barreis, qui sont condamnés à mort et qui ont tous leur peine commuée, ce qui n'a pas été le cas pour les communistes. C'est un mouvement de masse, mais surtout, et comme vient de le rappeler Léon, qui se développe d'abord, essentiellement, autour de mouvements de solidarité spontanée avec les prisonniers de guerre français. Prisonniers de guerre français, il y en a un certain nombre qui sont là à Strasbourg, qu'on voit passer dans la ville, qui circulent dans la ville, qui essayent de prendre des contacts avec les habitants de la ville, et il y a un mouvement de masse qui se développe pour leur apporter du soutien, d'abord correspondre avec leur famille, apporter du ravitaillement, mais aussi, très vite, il y en a qui veulent revenir en France
s'évader et se mettre en place un réseau important de réseaux d'évasion. Donc aujourd'hui, ils sont relativement connus, mais même pas, puisque, oui, Strasbourg, ça c'est... Ben, le jeu trop long, les cafés jouent un rôle extrêmement important. Il y a un certain nombre de cafés qui jouent un rôle clé. C'est-à-dire que c'est sur la base de sociabilité, de voisinage, que se mettent aussi en place ces réseaux de résistants. Par exemple, le restaurant du Coq de Bruyère, à l'angle, qui est aujourd'hui à l'angle du boulevard de la Marne et de l'avenue de la Forêt-Noire, qui est aujourd'hui un bureau de poste, certains d'entre vous, eh bien là, il y a un réseau extrêmement actif, jusqu'à son démantèlement en 42-43, de soutien et d'évasion pour les... c'est la même chose au café de l'ancienne gare, en relation avec des jeunes filles, des jeunes femmes, plus exactement, qui sont des éclaireuses de France, qui elles s'engagent aussi par conviction religieuse. Il y a un très fort, comment dire, attachement à la religion qui les conduisent à par solidarité avec ces prisonniers et qui vont faire passer plus de 350 personnes la frontière des Vosges. D'abord, c'est les prisonniers français. Ensuite, à partir du moment où les autorités nazies mettent en place le service du travail obligatoire, il y en a qui refusent ce service et qui passent la frontière. Et ensuite, ceux qui sont incorporés réfractaires à l'incorporation de force. Et ce mouvement de masse est cassé à partir, en gros, de... Puis il y a des associations, disons, là c'est presque une... on peut dire que c'est la compassion qui est le moteur essentiel de cette résistance. Mais il faut bien voir qu'on est dans le cadre d'un régime totalitaire, d'un régime qui encadre tout, ou qui surveille tout, où il y a obligation d'adhérer à la Hitlerjugend pour les jeunes ou au Bundesdeutsche Mädel pour les filles, obligation pour les ouvriers de participer aux syndicats, etc. Donc c'est dans un état absolument policier que se développe cette résistance. Et puis il y a des groupes comme... alors on peut citer les principaux, vous les connaissez. Aujourd'hui on les connaît un peu. C'est pour les jeunes femmes liées à la chapelle, à l'église Saint-Jean des Pur-Sang. C'est donc c'était les cheftaines à l'origine du groupe, qui avaient comme nom de leur groupe, quand elles se réunissaient à Paris, de Pur-Sang, elles le reprennent pour le réseau de solidarité et de résistance et d'opposition. Il y a le réseau les réseaux autour des bistrots, que j'ai déjà cité. Il y a les réseaux aussi tout à fait curieux autour des sociétés canines. Il y a il y a des sociétés canines avec qui était en contact l'une des figures de la résistance strasbourgeoise, qui s'appelle Bareis, qui est un Mulhousien, mais qui a travaillé à Strasbourg avant la guerre. Il était chez Olida comme vétérinaire et s'intéressait au club canin. Et il trouve dans les clubs canins des interlocuteurs pour développer un travail de soutien aux réfractaires, au Reichsarbeitsdienst ou à l'incorporation de force. Donc ça, c'est les premiers noyaux. Ce mouvement il y a aussi les fameux et les premiers condamnés. Le premier condamné à mort, on n'est même pas condamné à mort, on les exécute de sang-froid. De toute façon, ça ne vaut pas cher. C'est un Polonais, un jeune Polonais, il a 15 ans. Il est au Stutthof. On lui tire une balle dans la tête sans autre forme de procès. Il a juste 15 ans. Il était orphelin. Il était à l'orphelinat du Neuhof. Il travaillait Faubourg National comme apprenti et il est froidement exécuté. Il s'était fait prendre avec son camarade Weinum. Ils étaient partis pour un contact avec le consulat d'Angleterre à Bâle et ils se sont fait prendre. Ils ont essayé de se défendre, ils ont été arrêtés et Siratsky a été immédiatement exécuté et un an après, Weinum est condamné et sa peine immédiatement
exécutés. C'est les 2 premières condamnations à mort de résistants. Il y a alors Painoum, il faisait beaucoup de choses, c'était des jeunes apprentis, des jeunes ouvriers. Il ramassait des grenades dans les armements laissés par l'armée française en déroute, et puis ils se disent, ben voilà, on va faire... on voit des bustes de Hitler dans les vitrines, de la propagande nazie, autrement, ils balancent des grenades. C'est d'ailleurs comme ça, le fameux attentat contre le Gauleiter Wagner, c'est juste, alors qu'il tournait dans la ville, il voit la voiture de Wagner juste derrière le Monoprix, là où il y a les stocks du Monoprix aujourd'hui, et où il y avait un grand restaurant qui s'appelait La Manne, et il balance 2 grenades dans la voiture vide, évidemment, qui était au restaurant de Wagner. C'était quelque chose de totalement improvisé, et puis après ils partent en courant. Bon, là, ça commence déjà à chauffer, à énerver, mais ce qui précipite évidemment la répression, c'est l'introduction du travail obligatoire et ensuite de l'incorporation de force. Voilà. Donc, oui, j'insiste encore, démantelé totalement en 1943 avec une série de procès. Tout au long de l'année, première moitié de l'année 1943, il y a des procès presque ininterrompus, des centaines de personnes qui sont poursuivies, des dizaines qui sont, même petites centaines qui sont condamnées, et dont un certain nombre de peines de mort prononcées. Toutes ne sont pas effectivement exécutées. Et ça casse effectivement le mouvement, ça démantèle cette résistance, et ensuite, bon, l'incorporation, la machine incorporée aussi entre en fonction avec toute sa rigueur totalitaire. D'ailleurs, une partie, par exemple les plus jeunes, bon, on les envoie immédiatement sur le front de l'Est et l'affaire est réglée. C'est-à-dire, allez hop, on les incorpore, on les envoie sur le front de l'Est. Il n'y a pas de condamnation, ou c'est vaguement une peine redressement. Redressement, ça veut dire partir sur le front. Et bon, j'arrête, donc ça c'est... Alors, oui, alors je voulais faire, les résistants, ils sont partout. Alors, par exemple, je prends juste une petite liste à côté, parce que là, en voisin, on a Grand Rue. Je prends la Grand Rue juste comme exemple. C'est, vous savez, on appelle ça le corridor polonais. Il y avait énormément de juifs polonais qui habitaient dans cette rue, mais ça devient un corridor de la résistance. Au moins, Grand Rue, à la pharmacie de la Cigogne, dont le propriétaire est un certain Leibengut, qui est lié plutôt au réseau, de droite, qui s'engage très très vite, d'abord dans le mouvement de solidarité avec les prisonniers, et puis ensuite dans un travail de renseignement. Oui, après 1942, 1943, les seules activités qui sont vraiment maintenues sont des activités de renseignement, et qui sont très précieuses pour les armées alliées, en particulier en ce qui concerne les terrains d'aviation utilisables en Alsace. Il y a beaucoup de renseignements qui passent. Et on voit d'ailleurs que la composition sociale des résistants change d'une certaine manière, puisqu'on voit de plus en plus de gens qui ont, malgré la situation de guerre, le droit de circuler, de par leur profession. Par exemple, on trouve beaucoup de garagistes, d'agents d'assurance, etc., qui ont encore l'autorisation de circuler. Des patrons, bon, par exemple, René Hatt, il a le droit d'aller régulièrement à Paris et il en profite pour faire passer des renseignements. Voilà pour la résistance. Oui, donc on a Leibengut, le pharmacien, ensuite on a au 16 et au 18, au 4, une figure tout à fait surprenante qui est Robert Flegg, qui est un ancien engagé volontaire dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Il a déserté de l'armée allemande à la fin de la guerre, et il a pu rester en Alsace. Alors là, c'est un peu mystérieux. Pourquoi il n'a pas été immédiatement expulsé, mais enfin il reste. Et il tient un restaurant qui s'appelle le Boc d'Or, qui est à l'emplacement de la... Maintenant, il y a plus... Avant, il y avait une annexe de la BNP, vous voyez, à l'entrée de la rue Zébot, angle Zébot, non, personne ne connaît la grande rue. Voilà, c'est grave. Un peu plus loin, on a la pharmacie au 16, oui, alors Flegg, lui, il est protestant. On peut dire, Leibengut, il est catholique, Flegg, il est protestant,
même si bon, il y a des différences d'engagement selon l'appartenance confessionnelle, mais ça c'est un sujet intéressant et souvent ignoré. Ensuite, il y a au 19, il y a la famille Krigel, c'est juifs polonais, juifs d'origine polonaise qui sont établis à Strasbourg. Madame Krigel vend des chaussures et elle habite au-dessus. Et puis l'étage au-dessus, il y a Mangel. Ça vous dit quelque chose, Mangel? Tout le monde ici, je pense, connaît Mangel. Michel Marceau. Marceau. Oui, le mime Marceau. Le mime Marceau, eh bien, il était à Strasbourg et ça a été aussi, avant d'être un très grand comédien, un mime, engagé dans la résistance à Limoges, où il suivait des études d'art. Lui, il était FTP. Puis la famille Mangel, autre caractéristique, qui habite donc juste au-dessus de la famille Krigel. Krigel-Valrimont sera le grand chef militaire, d'abord du mouvement uni de la résistance et ensuite du Conseil national de la résistance, du comité d'action et de combat du Conseil national de la résistance. C'est l'une des principales figures militaires de la résistance, et un Strasbourgeois a fait ses études au lycée Fustel de Coulanges. Son frère, par contre, Arthur, est allé au lycée Kléber, à l'annexe du lycée Kléber, plus exactement, ou l'un des lieux de lycée Kléber qui était à l'école Saint-Jean. Voilà, donc ce sont des totalement. Et puis la mère, pendant la Première Guerre mondiale, il y a une autre future figure clé de la résistance juive, c'est Georges Loinger, je ne sais pas si je prononce bien, Loinger, je ne sais pas comment on prononce, Loinger, moi je dis Loinger. Bon, qui est l'un des dirigeants nationaux du travail de l'œuvre pour le secours des enfants, qui cache les enfants juifs et qui les fait passer aussi en Suisse. Lui, il a été en pension il était tout bébé, pendant 4 ans, pendant la Première Guerre mondiale, et il a vécu chez Madame Mangel, qui était sa nourrice. Son père était un antiquaire bien établi sur la Bible, avait été mobilisé, etc. Voilà pour le... Ensuite, ben oui, alors on arrive Fossé des Tanneurs. Elle avait demandé à Corinne, elle connaît peut-être le numéro encore. Elle ne connaît pas le numéro de son oncle. Alors c'est le père de Corinne Ebram, qui était un jeune orphelin polonais, qui a décidé de rejoindre son oncle, et orphelin de père et de mère. Il a décidé de rejoindre, il était abrité dans une organisation juive qui faisait de l'agriculture, quelque part en Pologne. Il avait son oncle qui était à Strasbourg, qui était établi comme tailleur, rue du Fossé des Tanneurs, juste derrière l'église. Et il est hébergé par son oncle, et ce sera l'une des figures importantes de la résistance strasbourgeoise. Enfin, il a un itinéraire tout à fait extraordinaire. Il arrive en pleine débâcle de la guerre d'Espagne. Strasbourg accueille des anciens régalistes, des réfugiés espagnols, et dans cette atmosphère, il se politise très rapidement, et ensuite va s'engager dans l'Union des jeunesses juives et dans les FTP-MOI. Il participera d'abord au combat, enfin la lutte clandestine à Périgueux jusqu'en 1942. En 1942, il y a une grande rafle des Juifs, il y échappe, il se réfugie, où il fait un travail de sabotage à Toulouse, et ensuite il se retrouve participant à la libération de Roanne et de Lyon. C'est juste figure totalement anonyme, hein, mais voilà. Alors on continue après, toujours dans la Grande Rue, enfin plutôt en face de la Grande Rue, on continue presque tout droit, on a Taverne Buber, vous voyez où c'est, rue du Vieux-Seigle, à côté du cinéma. Ben là, il y a un élément très important, c'est les clubs canins. Il y a un club canin, c'est le Boxer Club de Ruff, et qui est un noyau important de résistance.
Et si je traverse un peu plus loin la rue du Vieux-Seigle, j'arrive sur la rue des Arcades, rue des Arcades, au 57, j'ai Jean Echbach, connu dans la résistance sous le nom de Rivière, qui est lui une figure de l'extrême droite mulhousienne, établi à Strasbourg à partir du début des années 30, où il gère ça c'est pour les dames, un grand magasin de fourrure, que les plus anciens et anciennes d'entre vous connaissent bien, c'était Banzer et Echbach, il était établi aux Arcs. Et puis, vous savez, c'est la maison tout à fait curieuse de la petite ruelle qui monte vers le vieux marché, par le marché du Temple Neuf. Vous savez, où il y a un escalier absolument extraordinaire. Bon, il habitait dans cette maison. Il quitte Strasbourg en 1938, mais ce sera l'une des principales figures de la résistance strasbourgeoise, d'abord à travers le réseau martial, et ensuite comme l'un des chefs. Il est l'adjoint direct du chef d'état-major des FFI d'Alsace, Kibler. C'est lui qui constitue et du GMA, Groupe Mobile d'Alsace, Bosch, qui est l'une des organisations. Voilà, j'arrête là parce qu'après, j'arrête plus. Alors, c'est juste pour donner l'extrême variété de ceux qui sont engagés. Et si on allait un peu plus loin, rue des Juifs, il y a Lucien Raymond-Clé, qui est aussi une figure totalement oubliée de la résistance, qui était prof agrégé, l'une des figures intellectuelles, des jeunes intellectuels strasbourgeois de l'entre-deux-guerres, qui avait fondé une revue connue, qui était un philosophe qui commençait à être connu et qui, lui, participe à un réseau de renseignement, du réseau de renseignement du BCRA, c'est-à-dire du réseau de renseignement gaulliste. Il était en poste à Versailles, voilà. L'Institut strasbourgeois est l'une des figures, comment dire, de la vie intellectuelle strasbourgeoise avant-guerre. Voilà. Donc, au-delà, on a fait 8 articles qui essayent de remettre dans le contexte, alors là, avec, disons, ceux qui ont été les pionniers, et je les remercie infiniment, d'une histoire de la résistance en Alsace, donc avec peut-être Alfred Ball, qui a été l'un des premiers à se battre au niveau de l'université pour qu'il y ait un travail autour de la question de la résistance, qui est le premier à monter un colloque autour de cette histoire. Il faut dire qu'auparavant, il avait aussi présidé le conseil scientifique du mémorial d'Alsace-Moselle, c'est-à-dire qu'il s'est battu pour une mémoire globale. C'est un élément très important, puisque d'une certaine manière, il y a une curieuse chronologie qui s'établit implicitement. C'est 2005, c'est le mémorial qui est inauguré. 2005, c'est le démarrage aussi d'une histoire de la résistance. C'est-à-dire, c'est seulement au moment où il n'y a plus de concurrence mémorielle dans l'espace public, ça devient quelque chose de moins tendu. On a reconnu la place des Maghrébins, on peut s'interroger aussi légitimement, en tous les cas dans le cadre de la société alsacienne, sur la question des résistants et faire émerger cette question des résistants. Donc Freddy Val reprend un article sur la dialectique ville-campagne, ça c'est extrêmement important, comment se constituent des réseaux entre les villes et les campagnes, notamment pour tout ce qui est les évasions, les filières d'évasion, c'est absolument essentiel. Il décrit aussi parfaitement l'importance des sociabilités de voisinage, des sociabilités professionnelles ou des sociabilités d'études dans la constitution de ces réseaux. C'est des choses qui devraient encore être travaillées, mais c'est absolument essentiel. Je ne veux pas revenir sur les bistrots, mais ça m'intéresse. Moi, je suis rue d'Observatoire, bistrot au Coq de Bruyère, il y a bien une quarantaine de personnes qui participent à ce réseau et qui sont dans le quartier. Par exemple, ma voisine, elle est sage-femme, eh bien, elle participe au réseau, elle sera internée au Truthof, elle perdra la vue. Sur le boulevard de la Forêt-Noire, il y a une couturière, eh bien, pareil, elle accueille des prisonniers français, et ensuite des réfractaires, etc., etc. Il y a des fonctionnaires de la caisse d'allocation maladie, la caisse d'assurance maladie, qui habitent dans le quartier, notamment rue Le Blois, qui sont intégrés, de même qu'un blanchisseur qui habite aux 7 rues d'Observatoire.
bon, ça habite la ville, c'est-à-dire qu'on comprend, on saisit matériellement quelque chose qui est complètement disparu dans les mémoires. Oui, alors, ça c'est résistance à Strasbourg. On évoque aussi la résistance, c'est ça. Léon veut peut-être dire 2 mots, puisque c'est lui qui a fait l'article, alors, sur la résistance, puisque les Strasbourgeois ont été évacués. Il y en a une partie qui ont fait le choix de ne pas revenir, parce qu'ils avaient les moyens de ne pas revenir, et puis surtout parce qu'ils ne voulaient pas revenir dans une Alsace annexée. Ils sont très nombreux à s'être engagés dans la résistance. Alors certains, c'était aussi, par exemple, pour ceux qui étaient à Clermont-Ferrand, ben, pour les universitaires à Clermont-Ferrand, c'était leur poste qui était là. Donc, oui, Léon. Oui. Oui, je traitais donc de la résistance en zone sud, essentiellement, parce qu'on est encore très mal renseigné sur... on est très mal renseigné sur les résistants alsaciens en zone nord, dans la zone occupée. Ils sont beaucoup plus dispersés. Il faut dire qu'en zone sud, du fait de ceux qui ne sont pas rentrés après l'évacuation, de ceux qui ont été expulsés, notamment en décembre, en juillet pour les Juifs, et en décembre 40 pour les autres, de ceux qui se sont évadés, évasion qui passe soit par la Suisse, soit par la frontière des Vosges, de ceux qui ensuite, ça se retrouve encore, Oui, les expulsés. oui, alors les expulsés. Il y a les expulsés politiques, francophiles, il y a les communistes, enfin ceux qui sont engagés, et les juifs. C'est-à-dire que l'Alsace doit devenir Judenrein. Voilà, les Juifs, ça a été très rapide. Le 14 juillet, le 15 juillet 40, c'est décidé, et dans la semaine, les Juifs qui n'étaient pas partis avant ont été expulsés. L'expulsion, c'est toujours la même chose. On a droit à une valise et puis c'est à peu près tout. Et à très peu d'argent. Voilà. Merci Léon. Donc beaucoup de... Et bon, oui, donc avec des noyaux, il y a des noyaux qui dessinent, oui, sur l'université. Je vais quand même dire un mot de l'université Strasbourg. L'université Strasbourg s'est repliée à Clermont à partir de septembre 1939. Et quand, après l'armistice de juin 40, l'ensemble du corps enseignant présent, à très rares exceptions près, il y a 1 ou 2 juristes qui sont rentrés en Alsace, refusent de rentrer en Alsace. S'ajoute à cela, alors l'université de Strasbourg va fusionner avec celle de Clermont-Ferrand. Elle va d'ailleurs, pour les Clermontois, être quelque chose de merveilleux parce que ça va permettre à la petite université de Clermont de grandir, d'avoir une faculté de médecine, ce qu'elle n'avait pas auparavant, et une faculté de droit aussi d'ailleurs. Et cette université a continué à exister pratiquement jusqu'à la fin de l'occupation. L'occupation de Clermont. Clermont est occupé le 11 novembre 1942. Mais au courant de l'année 43, la répression commence à s'instaurer avec l'installation de la Gestapo à Chamalières,
à la limite de Clermont, des opérations vont d'abord être opérées contre les étudiants. Il y a eu 2 grandes rafles d'étudiants. La première à la Gallia clermontoise. Tous les pensionnaires de cette maison sont déportés, ça faisait 42 déportés. Puis ensuite, il y aura encore une autre grande rafle, c'est celle du 25 novembre 1943, celle qui s'opère de façon très large. Il semble que les services militaires allemands craignaient que l'université de Strasbourg abrite des armes. Il n'y avait pas la moindre arme dans toute l'université, mais le résultat était immense. Il y a eu plus d'une centaine de professeurs et d'étudiants qui sont arrêtés et qui seront tous déportés. Voilà. Il y a la liste au palais universitaire. La liste des déportés figure dans l'aula du palais universitaire en entrant à gauche, juste pour mémoire. Donc, oui. Et, ça va? Ah oui, en 1944, le gouvernement de Vichy subit de grosses pressions de la part des Allemands et il est probable que si Clermont n'avait pas été libéré fin août 1944, l'université aurait disparu, on aurait envoyé les profs dans les différentes universités de province. Donc, bref, il y a des Alsaciens partout dans la France de l'intérieur et il y a certains membres qui d'ailleurs vont occuper des responsabilités nationales. Quelqu'un en a parlé de Kriegel Balrimont, on a évoqué quelques noms, mais on peut aussi se souvenir de Jean-Pierre Lévy, qui est un Strasbourgeois et qui a été le principal dirigeant du mouvement uni de la résistance. Du mouvement franc-tireur. Oui, c'est ça, franc-tireur, mais ensuite la fusion, le combat franc-tireur et libération. Donc il y a des grandes figures de la résistance nationale qui sont strasbourgeois. Donc ça c'est le premier type de résistance dans un cadre qui nous est, plus familier et plus étudié, même si on oublie en général qu'il y avait pas mal d'Alsaciens qui étaient engagés dans cette résistance. Mais il y a aussi une résistance spécifiquement juive qui se met en place avec une logique légèrement différente, même s'il y a il y a une partie des juifs qui s'engagent dans les grands mouvements nationaux, mais il y a aussi ceux qui s'engagent dans le sauvetage des enfants juifs à travers l'OSE, le réseau Garel, et certains entrent constituent un maquis, notamment dans le Tarn, et prennent totalement les principaux dirigeants de ce mouvement spécifiquement juif sont des Strasbourgeois, comme le docteur Georges Weil, comme Loinger que j'ai cité tout à l'heure, ou encore Hamel, qui était un chimiste strasbourgeois engagé dans les éclaireurs israélites de France, qui ont leur propre organe de résistance qui s'appelle la 6e. C'est la 6e, c'est la 6e, c'est la résistance juive. Et puis il y a d'autres, il y en a qui ont choisi aussi d'aller en Angleterre, qui ont rallié Londres. C'est encore une autre expérience bien importante. On n'a peut-être pas d'ailleurs suffisamment accordé de place à cette partie dans l'ouvrage. Il y a un article qui est consacré donc aux Alsaciens qui étaient dans les maquis du GMA Sud et GMA Vosges, qui vont être, ou plutôt GMA Sud, qui vont constitutifs de la brigade d'Alsace-Lorraine, qui vont incorporer donc
être intégré dans la première armée française et participer à la libération de l'Alsace. C'était l'objectif premier de l'un des tout premiers réseaux de résistance en Alsace, c'est que des Alsaciens puissent participer dans l'armée française à la libération de l'Alsace. Objectif réalisé, peut-être pas sous le commandement ou l'autorité qu'ils auraient aimé, puisque c'est Malraux qui, comme vous le savez, a été choisi de façon très habile comme chef de cette brigade, enfin en tous les cas chef, autorité, oui c'est ça, donne son nom, disons, les chefs militaires, c'était l'aviation. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, et pour moi c'est un élément très important, une résistance qui est celle-là la plus méconnue, c'est celle de la résistance des Alsaciens dans le cadre de la Wehrmacht. Il y a une résistance au sein de la Wehrmacht qu'on commence seulement à peine à connaître, parce qu'elle effectivement, bon, ça apparaît complètement, mais il y a de très nombreux Alsaciens qui, dès d'abord, soit ont été réfractaires, bon, ceux-là sont à peu près recensés, mais souvent ils sont rattrapés ou ils sont obligés de faire, ils sont incorporés. Qu'est-ce qu'il faut? Ils refusent d'obéir aux ordres. On a énormément de témoignages aujourd'hui, mais pas de travail systématique. Il y en a qui sont poursuivis par la justice militaire. Il y a un très bon travail qui a été publié sur le tribunal, malgré nous, au tribunal de Torgau, qui était le grand tribunal pour les affaires militaires internes à la Wehrmacht. Il y a aussi ceux qui pratiquent du sabotage. Il y a ce que j'appellerais les malgré tout. C'est-à-dire, on va jusqu'au bout. Par exemple, il y a une figure qui a été reconnue très tardivement, qui est un jeune qui appartenait au groupe de la Main Noire, qui s'appelait Bastien. On lui a donné une médaille là, une année peut-être avant sa mort, mais qui a survécu, mais qui a fait tout au long de la guerre mener des actions de sabotage. Et puis il y a tous ceux qui désertent. Enfin, je pense, alors après c'est une discussion. On doit considérer les déserteurs. Est-ce qu'on considère les déserteurs comme des opposants? Je rappelle que, par exemple, en tous les cas pour ma génération, ceux qui se sont opposés à la guerre d'Algérie, qui ont déserté la guerre d'Algérie, on les considère comme des résistants. Ceux qui ont refusé et déserté dans l'armée américaine pour ne pas aller faire la guerre au Vietnam sont aussi considérés comme des résistants, des opposants politiques. Je pense qu'il est normal de le considérer, d'autant plus que, comme vous le savez, souvent c'était pour rejoindre des maquis, notamment dans les Balkans ou en Ukraine, etc., où ils n'ont pas toujours été bien accueillis, où ils n'ont pas toujours été bien traités. C'est un élément d'ailleurs très important du dossier, mais ce n'est pas une raison pour ne pas parler de ces formes de résistance. Donc Éric Lenormand a fait un bel article où il reprend, à travers les fiches qui ont été faites par Elia, les différents éléments. Il y a une contribution très intéressante de Bertrand Merle, sur les réseaux de résistance à Strasbourg, donc j'ai présenté sommairement, et j'oublie encore, et essentiel, l'article de Marie-Claire Vitou, qui pose la question de qu'est-ce que c'est résister en Alsace? Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes catégories que pour le reste de la France? C'est évident qu'on ne peut pas utiliser les mêmes catégories, et que pour l'Alsace, les catégories qui peuvent être utilisées ou qui devraient être utilisées sont plutôt celles qu'on utilise pour analyser la résistance allemande plutôt que la résistance française. Et ça me fait venir directement à ma troisième partie, c'est-à-dire sur la mémoire. S'il n'y a pas de mémoire, c'est effectivement en partie aussi parce que effectivement les codes et les cadres de la résistance à Strasbourg ne sont pas lisibles à travers les catégories françaises et que ça nécessite d'élargir cette catégorie. C'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que cette résistance, elle est en quelque sorte déterritorialisée. Elle n'est pas in situ. Il y a une toute petite minorité, une minorité qui résiste à Strasbourg, mais
évidemment, leur expérience est tout à fait différente de ceux qui résistent dans la France de l'intérieur, ou de ceux qui résistent à Londres, ou en Suisse, ou encore à ceux qui, et a fortiori, ceux qui résistent dans la Wehrmacht. Et les expériences sont difficilement échangeables et constituer une mémoire, participer à la constitution d'une mémoire collective. Donc je pense que ça, c'est un élément très important. Après, il y a effectivement le fait que, bon, ça c'est connu, que cette résistance et ces engagements divisent dans les églises, divisent dans les villages et divisent dans les familles, puisque pour les familles, ce n'était pas du tout innocent, par exemple, de refuser l'incorporation de force ou de participer à une action de résistance. Elles étaient immédiatement l'objet de mesures de répression et alors on ne va pas utiliser le mot de déportation, mais de transplantation à l'autre bout du Reich. Et bon, oui, et tout le monde n'y échappe pas. Par exemple, Germain Müller a eu la chance d'y échapper, en tous les cas sa famille, qui dans un premier temps a été menacée lorsqu'il a déserté en 1943, puisque quelque part, donc moi je compterais, je pense, Germain Müller comme résistant, même s'il a dit qu'il ne fallait plus en parler en 1949, puisqu'effectivement, ça divise trop les familles, ça divise trop la société alsacienne et qui a nécessité d'un temps d'oubli. Enfin, c'est quelque chose qui est connu, phénomène historique, mais je pense que ça pèse aussi beaucoup sur l'histoire. Et ça pèse un peu d'autant plus sur l'histoire. Et j'arrête là-dessus que, oui, ça n'entre pas, comment dire, à l'idée que l'Alsacien est toujours victime et jamais acteur. C'est-à-dire, c'est l'histoire qui l'écrase. Ça vient d'ailleurs, il n'est jamais sujet de l'histoire, moteur de l'histoire. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est profondément enraciné. D'ailleurs, cette thématique est reprise aujourd'hui pour quelque chose qu'on n'aurait pas l'idée de mettre en rapport. C'est le livre de le travail de Georges Bischoff sur le 500e anniversaire de la guerre des paysans. C'est pareil, qui est totalement gommé, comment dire, de l'histoire ou de la conscience collective alsacienne comme un élan, non pas seulement une guerre, mais comme une révolution, une véritable révolution il y a 500 ans. Donc c'est tout de même comment, quelque part, s'inculque ou est inculquée l'idée qu'on n'est pas acteur, qu'on est seulement victime, qu'on est objet de l'histoire, mais jamais sujet de l'histoire, acteur de l'histoire. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, l'objectif de ce livre, de ce travail, c'est aussi un objectif de transmission. L'idée, c'est de pouvoir effectivement convoquer cette mémoire. C'est possible puisque, si on prend dans le territoire Strasbourg large de l'agglomération, il y a au moins 2 communes où il y a une vraie tradition de mémoire de la résistance, c'est à Schiltigheim et à Bischheim. Parce qu'effectivement, il y a des rituels qui ont été institués et qu'à Bischheim et à Schiltigheim, depuis les débuts des années 50, on célèbre tous les ans, pas seulement la libération, mais aussi la résistance bischheimoise et chilicoise. Parce qu'il y a une volonté de la puissance publique pour perpétuer cette mémoire. Et s'il n'y a pas de volonté de la puissance publique, évidemment, la mémoire est d'autant plus fragile, et encore plus fragile si elle n'est pas également relayée par des travaux académiques. Je pense qu'il y a encore de grandes pans de cette histoire de la résistance qui sont et qui restent à écrire dans des termes nouveaux. Ça appartient à la génération qui vient. Donc c'était juste c'est un Stolper-Bourg pour faire avancer la mémoire et le travail de l'histoire. Merci beaucoup.